Merci Jean-Marc, bonsoir. Du coup, on pourra mettre la présentation. Donc mes questions aussi, parce qu'on en parlait juste avant les autres intervenants, c'est un sujet qui est assez complexe. Donc comme introduction, c'est un petit peu, on va essayer de faire bien compréhensible et digeste. Alors, si on démarre, l'idée c'était effectivement de partir du général au particulier. Il y aura des témoignages, comme expliqué en format table ronde de Jean-Marc. Là, on est vraiment sur l'entonnoir. Et le contexte est un des gros moteurs de ce qui est en train de se passer en RSE. C'est heureusement, malheureusement, la réglementation. Et pour être plus précis, c'est la réglementation en matière, en mot français, de reporting ou rapportage, c'est-à-dire ce que les entreprises, cotées ou non cotées d'ailleurs, doivent produire comme information au titre de leur rapport annuel. À côté, dans leur rapport annuel, on va en reparler. Donc l'idée, c'est en quelques planches de resituer ce contexte et de voir, en tout cas de ma fenêtre, je n'ai qu'une fenêtre, je suis consultant en gestion de risque et en conformité pour tout type de secteur, pas seulement l'agro. Comment est-ce que les entreprises commencent à s'y mettre? Vraiment sur un exemple, une sous-dimension de ce qu'on va voir. Donc ce que vous voyez là, c'est une frise historique, il n'y a pas tout. J'ai entendu parler de Bicorp, typiquement, c'est pas forcément dessus. Vous avez deux frises. En haut, le droit dit positif, pour les gens qui ont peut-être fait un petit peu de droit. Donc, le droit applicable en haut en France, en bas, cette flèche bleue au niveau européen, puisque tout ça interagit. Et puis en bas, ce qu'on va appeler les référentiels, la soft law. Donc, le droit dit mou, c'est-à-dire tout ce que la place, quand on parle de place, donc les experts, les associations, fabriquent comme normes, qui peuvent s'imposer dans un métier ou un autre, mais qui n'ont pas force réglementaire ou législative. D'accord ? Donc plusieurs observations. La première, bien sûr, si on regarde le haut, c'est l'accélération, la densification, l'extension du domaine des exigences. Le point de départ, je vous rassure, on ne va pas tout voir, on va cibler. Le point de départ, même s'il est peut-être un petit peu avant, mais mai 2001, la loi NRE, Nouvelle Régulation Économique. Il y a plein d'acronymes. Donc, je vais essayer en parler avec Jean-Marc, de bien expliciter. Parfois c'est comique tellement il y en a. Donc Nouvelle Régulation Économique, article 116, pour ceux que ça intéresse. On doit rendre compte, les entreprises doivent rendre compte, dans leur rapport de gestion, des conséquences environnementales et sociales de leur activité. Bon, c'est un début. On arrive, alors je ne vais pas encore une fois tout couvrir, ça a été renforcé par la loi dite Grenelle, enfin Grenelle 1, mais surtout Grenelle 2, dans son champ d'application, puisqu'à l'époque c'était 700 entreprises. Voilà. Ensuite, vous avez une flopée de réglementations qui arrivent. Je parlais notamment loi Sapin 2, loi relative au droit de vigilance, qui sera d'ailleurs couvert dans le reste des présentations, des tables rondes. Je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est de la charge de conformité sur les dispositifs anticorruption et sur la gestion de mon point de vue, en tout cas des risques, mais dits fournisseurs ou supply chain étendue, vigilance par rapport à vos tiers avec lesquels vous interagissez. Si on va à ce qui nous occupe aujourd'hui, ça va être ça le focus de mon discours aujourd'hui, c'est ce qui vient. Ce qui vient, c'est dans les prochaines années, 3, 4, 5 ans. Tout ce que vous voyez à droite, c'est la révision d'un régime. Aujourd'hui, ce régime, il est très rapidement, il est déterminé par une directive européenne qui porte le doux nom de NFRD, pour Non-Financial Reporting Directive, c'est tout en anglais, tout ça, qui a été transposée en droit national par ce qu'on appelle la DPEF, Déclaration de performance extra-financière. C'est un dispositif auquel sont soumises environ 11 700, 800 entreprises en Europe aujourd'hui. Et qui impose aux entreprises de présenter toute une série d'informations RSE, on va voir ce qu'on met derrière, ou ESG, environnement, social, gouvernance. D'un point de départ un peu minimaliste, 700 entreprises, conséquences sociales et environnementales, a un régime aujourd'hui qui est, on va le voir, qui est assez laxe dans son application, dans la cible liberté. On aboutit à quelque chose qu'on va voir dans un instant, encore une fois, le projet dit CSRD, qui va remplacer les NFRD, vous voyez, les acronymes se succèdent. CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. La vraie nouveauté qu'apporte cette directive, c'est l'obligation. Ce qui était un exercice plus ou moins libre, je dis bien plus ou moins, devient très imposé. On va voir comment et on va voir les questions que ça pose. Bon, extension, approfondissement, voilà, accélération de la montée de la barre réglementaire. L'autre observation, c'est que tout ce qu'on voit là est très drivé par la finance. Je parle de la séquence qui commence à 2019 à peu près, même exactement. SFDR, que vous voyez ici, ça veut dire Sustainable Finance Disclosure Regulation, donc c'est que doivent, et on aura un exemple tout à fait vivant après moi, on en a parlé avant, en préparation, quelle obligation je fais? C'est l'obligation faite, excusez-moi, au fonds, aux acteurs financiers, on va dire, banque, assurance, fonds, sur leur reporting, donc ce qu'ils doivent dire, en quoi est-ce qu'ils contribuent à la RSE,
comment est-ce qu'ils intègrent ces critères-là dans leur stratégie d'investissement, etc., etc. Je ne m'appesantis pas, ça fera l'objet bien sûr d'un approfondissement derrière, par une personne de l'art. Alors, une fois que vous dites à des fonds, il faut parler de RSE, du coup, il leur faut de l'information. Sur quels critères je me base pour composer mon portefeuille, quelle entreprise, alors pour nous, agro, elle est plus verte qu'une autre. Bon. Donc tout ça, appel, c'est le fil que vous tirez. Donc le suivant, c'était le règlement, taxonomie, sur lequel je ne m'appesantis pas également, je pense que ça va être évoqué. Pour faire très simple, quelque chose qui est extrêmement complexe. Voilà, extrêmement complexe. On vous demande, quand je dis vous, c'est l'entreprise, de reporter 3 indicateurs. CAPEX, investissement, OPEX, charge d'exploitation, et CA, chiffre d'affaires, vert, sur des critères dont la commission, dans sa non-finie sagesse, a le secret. On va en parler un petit peu plus derrière. Et puis enfin, on continue à tirer. Au-delà de ça, c'est d'une manière générale, la RSE, est-ce que ça vous impacte? À quel point? Qu'est-ce que vous faites pour? Parlez-nous de tout ça. Au-delà de vos indicateurs financiers, parlez-nous de ce que vous faites. Et ça, c'est la CSRD. Donc, ça accélère, ça densifie, ça approfondit, ça étend en champ. C'est très drivé par la finance. Troisième enseignement, mais le plus rapide, c'est, je n'ai pas parlé de la flèche d'en bas, la frise d'en bas, tout ça en porosité croissante avec les référentiels de place. Donc tout ce qu'on va voir, entendre aujourd'hui, on parle notamment de... Alors tout ça va vous parler normalement, CDP, Carbon Disclosure Project, beaucoup d'entreprises aujourd'hui, sans doute, j'ai aucun mal à imaginer de l'agro, font leur reporting sur cette base-là. C'est un questionnaire, on est vraiment sur le climat. Un sous-ensemble. On va voir ce qu'on met encore dans ESG. TCFD, pareil sur le climat, Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Les ODD, donc Objectifs de développement durable de l'ONU, enfin, il y en a une palanquée. Et puis récemment, et je vais en parler dans un instant, les IFRS, alors, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est les normes comptables, International Financial Reporting Standard. Puisque c'est la bataille qui se joue en fait derrière tout ça. Là, on parle d'Europe et de France, mais la bataille qui est en train de se jouer, c'est quel va être le standard de fait, de droit, pour reporter en Europe, en France, dans le monde entier, en RSE. Alors, on va enchaîner. Je n'ai pas tout dit, mais j'ai gardé sous le pied volontairement. Juste pour récapituler les évolutions clés. Pour ce qui nous concerne en France et en Europe, c'est ce passage de NFRD, comme on disait, donc on s'en fiche du nom, c'est de la directive, l'état actuel du droit, à quelque chose qui va être très renforcé. Les 4 évolutions clés, s'il faut retenir quelque chose, c'est le champ d'application explose. Les seuils sont rabaissés. On passe de 500 à 250 employés, ça va très vite. 40 millions de CA, 20 millions de bilan. Donc on passe à un peu moins, je crois que c'est un petit peu moins de 50 000. On parle de TI, on parle de PME, c'est ça qu'on est en train de dire. Ensuite, je n'ai pas forcément évoqué ça, dans ce qui est demandé historiquement et ça vient de NRE, c'est quel est votre impact en RSE? Sur les communautés, sur l'environnement, Là, ce qu'on va demander, c'est ce qu'on appelle double matérialité. Ce n'est pas qu'une matérialité dite sociétale ou d'impact, c'est une matérialité également financière. Comme j'ai dit, c'est tiré par la finance. Donc c'est quoi l'impact des sujets RSE sur mes activités, sur mon business model, sur mon operating model? 3, c'est ce que j'expliquais, on était dans des exercices plus ou moins libres, où on pouvait piocher, entre guillemets, vous avez vu qu'il y avait une profusion de référentiels, donc CDSB, SASB, CDP, je ne vais pas tout vous noyer là-dessus, mais on pouvait un peu faire du pick and choose en bon français. C'est terminé. La grosse nouveauté introduite par la CSRD, ce sont des standards européens. European Sustainability Reporting Standard, ESRS, sur lesquels travaille une instance qui s'appelle l'EFRAG, désolé, European Financial Reporting Advisory Group, qui est un groupe de place qui réfléchit à ces standards. Ouais, je vais en reparler. Enfin, un dernier point, même si ça nous concerne moins en France, vous avez l'obligation d'audit. Tout ce que vous racontez doit être audité. Pour l'instant, dans le régime NFRD existant, c'est facultatif, pas en France. La transposition nationale est allée plus loin, on a déjà cette obligation. OTI, ça veut dire organisme tiers indépendant. Ça va devenir obligatoire et ça va s'étendre, alors je ne rentre pas dans le détail, mais en profondeur, en tout cas dans l'exigence d'audit. Ça, voilà, s'il y a 4 évolutions à avoir en tête, avec ce qui se trame encore une fois dans les années qui viennent, c'est ça. Maintenant, merci Jean-Marc, si on... Juste, alors, on a rajouté cette page juste qu'on parle de RSE, etc. Aujourd'hui, le paradigme, en gros, la clé de lecture, on parle de plus en plus de SG. C'est pareil, c'est pareil. Au fond, c'est pareil. Environnement, social, sociétal, gouvernance. C'est en anglais, parce qu'encore une fois, les textes sont en anglais. L'environnement, vous avez 6 domaines touchant au changement climatique, entrant ou sortant, c'est-à-dire l'atténuation ou la mitigation, donc votre impact, encore une fois, et l'impact du climat, du changement climatique sur vos activités. Le volet pollution, le volet utilisation des ressources en eau,
le volet économie circulaire et le volet biodiversité. Social, pareil, je vais vite, hein, donc tout ce qui est vos employés, hein, donc des conditions de travail et l'égalité des chances, voilà. Les employés de votre supply chain, les communautés au sein desquelles vous opérez, et puis vos consommateurs, vos utilisateurs finaux de vos produits et services. Et puis enfin la gouvernance, donc tout le volet, l'apparatus classique de la gouvernance d'entreprise, y inclut contrôle interne gestion de risque, tout le volet relations d'affaires, et le volet éthique des affaires, donc corruption et fiscale. Voilà. Juste rapidement, pour voir quand on parle de ESG. Si on poursuit, et je vais essayer d'accélérer. Alors, à la réponse, il y a une question mur réglementaire, on enlève le point d'interrogation, c'est un mur réglementaire, un mur très épais. Donc, si on regarde rapidement le niveau européen, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez une séquence extrêmement serrée, qui a débuté l'an dernier avec la soumission en avril de la proposition de CSRD, la fameuse directive, et puis la rédaction des fameux standards obligatoires. Et tout ça collisionne avec l'entrée en vigueur de l'autre, cette fois c'est un règlement, ce n'est pas une directive, c'est directement applicable, la fameuse taxonomie, les 3 indicateurs financiers à sortir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est écrit, ça vous sera de toute façon remis, hein, vous l'aurez pour référence, n'hésitez pas s'il y a des questions par la suite. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'au niveau européen, la partie n'est pas encore jouée pour 2 raisons. La commission des affaires réglementaires du Parlement a sorti une position, du Parlement européen, a sorti une position un petit peu challenging, on va dire, vis-à-vis de la Commission sur cette proposition, en disant il faut reculer d'1 an, il faut changer ci, ça. Voilà. Donc bon, c'est peut-être pas 24, on regarde 2025 maintenant, pour l'entrée en vigueur. Et surtout, on en parlait juste avant avec les autres intervenants, l'AFEP, donc qui est on va dire l'association qui représente les grandes entreprises françaises, et sa consoeur allemande, donc le Deutsches Aktieninstitut, ont envoyé une lettre assez, on va dire, verte, assez claire, qui s'oppose de manière en termes assez clairs au projet qui est porté. Pour vous donner une notion, on parle de 24 standards, on parle de 200 points de reporting et 1000 data points, donc des points de mesure. C'est monstrueux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement engageant en ressources pour les entreprises, et je répète, on parle de TI et de PME. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas tout. Tout ça se joue aussi au niveau mondial. Donc Emmanuel Faber, donc, une fois sorti de Danone, a rejoint et a pris la tête de ce qu'on appelle l'ISSB, International Sustainability Standard Board, donc qui est une émanation des IFRS, les fameuses normes comptables. Ce qui parle aujourd'hui, les IFRS, c'est 98% des entreprises européennes qui reportent ce référentiel. C'est censé faire autorité, même si ça n'a pas force de loi comme ce qu'on vient de voir. On s'attend qu'il y ait une harmonisation à un moment, puisque tout le monde, le UK fait son truc, entre guillemets, les US font leur truc, j'en parle dans un instant, mais pour l'instant, ils font leur propre truc, qui a une autre inspiration, qui est très focusée sur le climat, parce qu'ils ont dédié juste 2 standards, un sur ESG, l'autre sur climat, voilà. Et pour l'instant, voilà, c'est ce qu'on appelle en exposure draft, c'est pour commentaire. Ils commencent à vouloir consulter les Américains, les Européens, etc., mais on ne sait pas encore bien où tout ça va converger. Enfin, et très rapidement, puisque c'est pour mention, il se passe aussi des choses du côté des États-Unis. La SEC, donc l'AMF, l'autorité de marché financier, l'équivalent au niveau des États-Unis, suit de très très près ce qui s'est passé ces dernières années et va avec un biais très, qui lui est très propre, qui est très sur la sanction, très vite, et un biais très comptable. Alors eux, leur focus, ça va être d'exiger de l'information dans un premier temps uniquement sur le sujet climat. Et l'impact sur l'entreprise et les émissions, si ça vous parle, scope 1, scope 2, puis scope 3, donc les émissions CO2. Donc, en tout cas, pour les entreprises qui ont une certaine surface, alors déjà, pour même une PME française, il y a un mur, mais pour les entreprises qui ont une surface européenne, voire au-delà de l'Europe, le mur est encore plus épais. Voilà. On peut poursuivre. Alors, très rapidement, parce que je crois que j'ai mangé pas mal de temps. Alors la question à laquelle on tâche de répondre avec les gens avec qui on travaille, hein, nos clients chez RNJ, c'est concrètement qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Je veux dire, le jour où l'image se précise, et commence à se préciser, en tout cas c'est une constante, comment on s'y attaque. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est extrêmement, entre guillemets, technique, ESRS, c'est les standards européens. D'accord ? Et puis tout ce qui est IFRS, c'est ce qui ferait peut-être un jour autorité au niveau mondial comme l'ont fait les normes IFRS, en tout cas on s'attend à une convergence à un moment. La structure de ces standards, elle ressemble à ça.
le message clé, c'est que c'est peu ou prou la même chose, c'est structuré un petit peu différemment, un petit peu. Vous avez stratégie, gouvernance sont distingués dans un cas, pas forcément dans l'autre, mais on retrouve des constantes. On va parler de comment je suis organisé, comment ma gouvernance fonctionne, quels objectifs je me fixe, quelles politiques je mets en œuvre, quelles ressources j'y alloue, et surtout quels indicateurs j'en sors, parce que historiquement, c'est une culture d'indicateurs, mais ça va bien au-delà. Le dénominateur commun de tout ça, c'est pourquoi est-ce que je fais en œuvre tout ça, c'est ce que vous avez au milieu. Encore une fois, c'est l'impact. Mon impact, l'impact de la RSE, des sujets RSE, sur mon activité. Qui peut être négatif, et c'est plutôt ça qu'on a en tête quand on. Voilà, une exploitation agricole, ça fait des pesticides, etc. etc. Mais ça peut être aussi des opportunités. Voilà. Donc, en tout cas, le biais qu'on a, et alors la profession que je représente ici, qui est le risk management, a ce biais d'essayer de commencer à structurer cette colonne vertébrale. Les risques, l'appréciation des risques et opportunités RSE. Pour illustrer le propos, très rapidement, le sujet le plus avancé, qui était d'ailleurs le premier standard sorti au niveau EFRAG, au niveau européen, qui est très très regardé par les États-Unis, c'est leur focus, c'est le sujet du changement climatique. C'est probablement là que ça va taper, entre guillemets, en premier. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les standards, voilà, ce qu'on trouve, c'est ça, quand on parle de faire un risque-opportunité lié au changement climatique, déjà, le sujet. Quand on creuse, le changement climatique, à l'aune de ces standards, de ces grilles de lecture, c'est deux choses. Ce sont des risques, immédiatement, on va comprendre, physiques, sur les catastrophes naturelles, donc, voilà, que ce soit des risques un petit peu aigus, événementiels, mais aussi des risques plus chroniques, comme la montée des eaux, qui amène une salinisation des sols, etc. etc. Et puis de l'autre côté, alors je ne vous fais pas la gamme des catastrophes, vous les avez, et puis de l'autre côté, des risques ou opportunités de transition. On va devoir transitionner vers le bas carbone, il y a tout un paquet législatif, c'est encore autre chose au niveau européen là-dessus, Fit for 55, ça va concerner bien sûr l'agriculture. Quel risque, quelle opportunité ça représente pour moi? Voilà. Je ne vais pas dans le détail, juridique, réglementaire bien sûr, des nouvelles technologies qui apparaissent, des effets sur les marchés, sur la demande, sur ma supply chain, etc. etc.